Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Alpha Female Chronicles. Je m'appelle Lindsay, je suis l'auteure et la créatrice du blog, du podcast et du livre Alpha Female Chronicles qui est en vente maintenant sur le site web de Friesen Press. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité deux sœurs qui me sont très chères. C'est Basti Joseph et Rose Joseph. Salut les filles. Allô, allô. Alors, Basti est analyste senior en risque de marché et Rose est ergothérapeute et étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Alors, les filles, je vais vous laisser parler un peu plus de vous. Basti, tu peux commencer. Salut tout le monde, je m'appelle Basti Joseph. Comme Lindsay vous l'a dit, moi je suis analyste senior en risque de marché, plus précisément risque financier, tout ce qui a trait à la bourse, les investissements. C'est mon domaine. À part de ça, je fais des petits trucs à gauche, à droite. Entre autres, on a la maison de Déborah que j'aide au niveau de la trésorerie aussi. D'autres projets aussi, soit d'implémenter des garderies en Haïti avec la CPE-PGL. Je suis aussi dans ce comité et aussi je suis membre d'un club d'investissement responsable où on fait beaucoup d'investissements à caractère responsable et socialement responsable aussi. Et tous les fonds récoltés sont envoyés à une œuvre de charité. Donc, en gros, ça, c'est Basti Joseph. OK. Basti, là, quand même. Basti, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur la maison de Déborah? Oui, au fond, la maison de Déborah, ça fait 5 ans que ça existe et le but premier de cette maison, de cet organisme à but non lucratif, au fond, c'est de venir en aide à toutes les femmes monoparentales et on cible vraiment les femmes âgées entre 16 ans jusqu'à 30 ans. On essaye de cibler la communauté noire, mais on est quand même ouverte aussi à toute autre communauté. Au fond, c'est vraiment de les aider, de les épauler, de leur donner un bagage pour qu'elles puissent, pour les aider au fond à leur réinsertion sociale dans la société. Fait que c'est ça la maison de Déborah. Super. Alors, Rose, à ton tour. Oui, donc allô, moi c'est Rose. Donc comme Lindsay l'a dit, je suis ergothérapeute. J'ai complété mes études fin 2017 comme ergothérapeute. J'ai travaillé quelques temps, puis en septembre 2019, je suis retournée aux études en médecine. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la relation d'aide. J'adore la biologie, aider, changer le monde. Donc, c'est un peu ça ma vision. Je m'implique quand même beaucoup, surtout à mon église. Donc, je suis très impliquée à mon église, mais également dans le conseil jeunesse de Montréal-Nord, à l'université également. Donc, je vais pas étaler toute la liste, mais de façon globale, je suis une personne qui est quand même beaucoup impliquée. Puis, j'adore être là où je peux changer des choses, où je peux encourager et motiver. C'est un bon résumé, même si tu as sauté beaucoup de... À vous. D'accomplissement et de tâches et de responsabilités. Basti et Rose sont des femmes engagées, des femmes occupées, des femmes très intelligentes et c'est des femmes que, comme je l'ai dit, qui me sont très chères. Et je tenais à vous les présenter afin qu'elles puissent partager un peu de leur sagesse pendant cet épisode. Le poème d'aujourd'hui, c'est A Single Piece of Paper. Et c'est un poème que j'ai écrit quand j'étais encore à l'université, à Concordia, quand j'étudiais en littérature anglaise. Et c'est un poème qui décrit un peu l'espoir que j'avais pendant que j'étais dans mes études. C'était, comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, mon parcours académique à l'université était quand même assez long. Il a duré 4 ans. Il a duré 4 ans parce que
j'ai fait face à des problèmes de santé. J'ai été diagnostiquée avec le lupus lors de ma première session à l'université, vers la fin de cette session-là. Puis, j'ai dû avoir une chirurgie. Alors, la session d'après, j'ai pris la session sabbatique pour pouvoir me remettre sur pied un peu. Et je dirais que j'ai vraiment recommencé l'école. C'était en septembre 2006. J'avais pris un cours d'été en 2006 pour essayer de me remettre un peu dans le bain. J'avais pris un cours et puis j'avais pris un cours de mai à juin, puis ça s'était bien passé. Alors, ça m'a encouragée un peu. Et j'étais supposée avoir un autre cours, mais finalement, j'ai abandonné le cours. Je me suis dit, j'ai profité de l'été, de la deuxième moitié de l'été pour reprendre encore plus de force pour être vraiment prête à l'automne. Alors, à l'automne 2006, j'ai pu reprendre mes études. Puis, j'ai perdu quelques sessions. Parce que ma première session, j'ai réussi, je crois, 2 cours sur 5. J'en avais abandonné. J'ai arrêté d'y aller parce que physiquement, j'arrivais même pas à me lever. J'arrivais même pas à aller à l'école. Mais c'est tout un exploit quand même, hein. 2 cours en étant malade. Pour de vrai. Chapeau, Vraiment. chapeau. C'est la grâce de Dieu parce que moi, quand je pense, je dois le dire là, à ma première session d'université, j'étais déjà malade, sauf que je savais pas qu'est-ce que j'avais. J'avais passé l'été 2005 à aller, je sais pas combien d'hôpitaux je suis allée, je sais pas combien de triages que j'ai fait, combien d'infirmières que j'ai rencontrées, je sais pas combien de prises de sang que j'ai fait, le nombre d'endroits où on m'a fait des prises de sang parce qu'ils trouvaient pas mes veines. En tout cas, j'ai eu des péripéties et finalement, en septembre 2005, première semaine de septembre, je pensais que j'allais avoir un peu de répit parce que finalement, j'ai pu rencontrer un médecin qui semblait comprendre un peu qu'est-ce que j'avais, même s'il n'était pas capable de me diagnostiquer. Je commençais à prendre des nouveaux médicaments. J'ai commencé l'école, mais je m'étais mis un gros fardeau sur mes épaules parce que j'avais ma majeure en littérature et j'avais une mineure en histoire. Wow! J'avais 5 cours. J'avais 3 cours de littérature et 2 cours d'histoire. My God! C'était des journées chargées, puis physiquement, j'étais pas capable. Physiquement, j'étais affaiblie à tous les jours, j'étais affaiblie. J'arrivais à l'école fatiguée. Alors, je rentrais à la maison, j'étais complètement exténuée, j'avais aucune force. Malgré cela, par la grâce de Dieu, je réussissais à faire mes travaux. Je faisais mes dissertations, je faisais mes analyses littéraires. C'était ma première session en littérature, fait qu'au début, je me sentais pas trop comme à ma place. Mais, j'étais capable de fonctionner, mais je fonctionnais malade. Mais c'était un gros fardeau sur mes épaules. Puis, je dirais qu'arrivé en novembre, fin novembre, c'est là que j'ai senti vraiment le fardeau du stress de l'école et de la maladie qui gagnait du terrain sur mon corps parce que j'étais toujours pas diagnostiquée. Alors, les médicaments que je prenais étaient pas adéquats. Puis, le médicament que je prenais, c'est le Plaquenil, l'hydroxychloroquine. Ça prend 6 mois avant d'agir. Alors, j'ai commencé à le prendre au mois d'août 2005. Alors, novembre 2005, ça avait pas vraiment agi. Alors, j'ai eu des complications aussi avec un autre médicament qu'on m'avait prescrit. Mon corps avait pas bien réagi, puis ça m'avait causé des douleurs au sternum. J'avais de l'inflammation au sternum, quelque chose que j'avais déjà eu quelques mois auparavant, vers la fin de l'été. Et puis, ça s'est aggravé. Quand je marchais, j'arrivais pas à respirer. Ça s'est développé en pneumonie, puis ensuite la pneumonie, ça s'est transformé en du fluide autour de mon cœur, dans mon poumon gauche. Enfin, ça a dégénéré, puis j'essayais d'aller à l'école. Mais j'essayais d'aller à l'école parce que j'étais tellement déterminée à réussir et à performer. Puis c'était ma première session à l'université. J'avais toujours rêvé d'aller à l'université. Je suis la première personne dans ma famille, la première femme dans ma famille, enfin, que je connais dans ma famille proche qui est allée à l'université. Pour moi, je me suis mis beaucoup de pression. Personne d'autre m'avait mis la pression. C'est juste moi. Je voulais ce sentiment d'accomplissement-là. Mais malheureusement, mon corps dirigeait un peu ma vie. Puis, quand je pense à ce parcours-là,
ça explique un peu pourquoi mon parcours académique a été ralenti à ce point-là, mais j'avais toujours cette détermination-là de terminer mes études. Dans un épisode précédent, justement, mon amie Luni m'avait demandé est-ce que j'ai déjà eu un moment quand j'étais à l'université où je voulais tout abandonner. Puis j'ai répondu non. J'ai jamais voulu abandonner parce que j'avais tellement cette volonté-là de démontrer, je voulais plus, pour de vrai, démontrer à Satan que t'es capable, exact. Qu'il allait pas m'empêcher de terminer mes études parce que j'ai vu la maladie change la vie des gens. Ça peut changer pour le bien ou pour le mal. Pour le bien, ça va te démontrer la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, puis ce que Dieu peut accomplir dans ta faiblesse. Ça peut changer le mal au point où tu peux être déprimé, puis ça t'empêche de fonctionner, puis ça t'empêche justement d'avoir de l'espoir, d'espérer un jour que tu vas aller mieux, que ta santé va s'améliorer, que Dieu est capable de faire de grandes choses, que Dieu est capable de guérir. Mais moi, après mon opération, je dirais quelques semaines après, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Puis ça a vraiment tout changé. Ça a tout changé. J'avais un regain de vie. Même si j'étais affaiblie, puis j'étais encore en convalescence à la maison, je pouvais pas fonctionner vraiment, tu sais, je pouvais pas genre sortir comme je voulais parce que j'étais encore faible. Mais j'avais un regain de vie, puis ça m'a tellement donné un espoir que j'avais jamais eu auparavant, puis c'est ça qui m'a vraiment motivée à persévérer. Alors, ce poème-là, A Single Piece of Paper, ça démontre à quel point que j'avais confiance que malgré tous les sacrifices que j'avais faits dans mes études, malgré les effets que ça a fait sur mon corps, que ça a fait sur mon mental, les sacrifices, tu sais qu'on dit blood, sweat and tears, comme littéralement, littéralement blood, sweat and tears. Fait que quand je pense à tout ça, tu sais, je me dis, tu sais, j'avais espoir que ça allait en valoir la peine, que j'allais avoir mon diplôme, que mon diplôme allait vraiment représenter tous les sacrifices. Alors, je vais vous lire le poème. I work on my grind, hoping that someday I may harvest the fruits of my dedication and efforts. I invest my entire being daily in something that will amount to a single piece of paper with my name inscribed on it. The years spent toiling, reading, writing, editing, analyzing, deciphering, and deconstructing essays, novels, articles, and documentaries will amount to a single piece of paper with my degree inscribed on it. 4 years of mental exhaustion and sleepless nights will amount to a ceremony celebrating the reward of a single piece of paper with my university's name on it. In hopes that my journey in academia will guarantee a secure future, I keep working on my grind until the day I receive that single piece of paper with my name inscribed on it. Quand je travaillais sur le recueil de poèmes et quand je choisissais tous les poèmes, je relisais celui-là, puis je pouvais vraiment revivre toutes les émotions, tout haut et les bas, tous les sacrifices. Je pouvais me revoir devant mon ordinateur dans mon salon chez ma mère, à passer des nuits blanches, à écouter la musique classique en rédigeant mes dissertations et en faisant mes analyses littéraires. Tu sais, je me revoyais à cette époque-là. C'est une époque où je sortais pas. Je ne sortais pas. Je n'avais pas de vie sociale. Je passais ma vie à l'école, à la bibliothèque. J'étais comme une ermite. Mais c'est drôle, dans ton poème, tu parles de la fatigue mentale, les nuits blanches qu'on passe. Ça, là, c'est l'histoire de nos vies. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est quand tu as des parents qui comprennent pas nécessairement ça. Fait qu'à chaque 2 secondes, mais va dormir. Non, comme t'as pas compris, j'ai quelque chose à accomplir là. Ok, je suis dans un combat, donc j'ai besoin de ça. C'est vraiment ça. Ouais.
une chose que je suis reconnaissante. Ma mère, m'a souvent dit quand elle était à l'école, quand elle était étudiante, elle se levait au milieu de la nuit pour étudier. Oh, wow. Wow. Alors, je tiens ça d'elle. Je me suis jamais levée de mon lit de étudier, mais elle comprend, elle a toujours compris le struggle. Elle m'a toujours encouragée aussi, depuis que je suis toute petite à persévérer à l'école. Tu sais, l'école chez moi, c'est vraiment important. Tu sais, la réussite scolaire, chez moi, c'était très important. Puis ma mère m'a toujours encouragée et surtout, j'ai pu voir à quel point elle m'encourageait quand j'étais à l'université parce que je dirais à partir de vraiment la session d'automne 2006 quand j'ai décidé de réembarquer dans mes études universitaires. Ma mère était vraiment à mes côtés, puis elle m'encourageait, elle voyait à quel point elle a vu les sacrifices, elle a vu à quel point j'ai vraiment j'ai tout donné là. Quand je dis blood, sweat and tears, c'est même pas une exagération, c'est même pas une exagération. Il y a des moments où, surtout dans cette session-là en 2006, où j'avais fait une rechute au mois de novembre. Hmm. Et c'était pas une grosse rechute, mais c'était assez pour que j'aille plus à mes cours, mais je continuais à travailler. Je continuais mes travaux. Tu sais, j'ai pu obtenir, on a pu changer les dates de remise des travaux. J'étais suivie par ce qui s'appelle The Office for Students with Disabilities à Concordia. C'est un groupe qui aide les étudiants justement qui ont des problèmes de santé, des problèmes de santé chroniques ou des handicaps. C'est un groupe de soutien qui fournit toutes sortes de ressources, que ça soit des personnes attitrées pour prendre des notes en cours, que ça soit justement avoir une permission d'avoir des extensions pour les remises de travaux. Ça peut être aussi, dépendamment comment dirais-je, du handicap, tu peux avoir la possibilité de faire un examen dans une salle seule. Tu peux réserver une salle seule pour effectuer un examen. Tu as juste à demander à ton professeur. Tout ce qu'il fallait, c'était au début de chaque session de remplir un formulaire avec le nom de professeur, ses coordonnées, et ensuite le soumettre au bureau. Et le bureau va contacter l'enseignant et l'enseignant va être avisé dès le début de la session. Comme ça, quand l'élève en question demande oh, est-ce que je peux remettre mon travail dans 2 semaines, l'élève a le droit de négocier la date avec le prof. Faut pas abuser non plus, mais il y a moyen de négocier. Il y a des profs que pour eux, ils disent c'est quoi, prendre plus de temps, il y a pas de problème. Ça m'était arrivé. La session d'automne 2006, à partir de novembre, fin novembre, j'allais pas trop bien, puis j'avais des travaux à remettre. La session allait terminer, je pense, deuxième semaine de décembre, puis j'ai avisé mes professeurs, puis ils m'ont dit non, tu peux me remettre 31 décembre, il n'y a pas de problème, là. Wow. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais travailler dessus pendant mes vacances. Voilà. Mais c'est des belles ressources à avoir. Mais de savoir aussi que en tant qu'élève avec certaines limitations physiques, avec une maladie chronique, c'était tellement rassurant d'avoir ce genre de ressources-là à ma disposition. Puis ça m'a beaucoup aidé au cours des 4 années que j'ai passées à Concordia. C'est ça qui m'a aidé le plus parce qu'il y a des moments où j'avais pas nécessairement une rechute, mais j'étais affaiblie par le stress, par les demandes de performer à l'école. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'option de remettre un travail plus tard ou juste d'avoir des ressources à ma disposition. Ça m'a grandement aidé. Ce poème m'a fait penser à vous, mesdames, parce que tout comme moi, vous êtes des collectionneuses de diplômes. Le diplôme. Yes, we are. Vous collectionnez les diplômes comme des enfants. Vous êtes Pokémon. Alors, pour ma part, j'ai débuté ma collection. Sans vraiment savoir, j'ai commencé ma collection au cégep. J'ai un deck en communication avec une spécialité en
Art, Media and Theater de Cégep Vanier. Par la suite, j'ai eu mon baccalauréat en littérature anglaise. Quelques années plus tard, dans un brin de folie, Je me rappelle. On s'en rappelle. un an plus tard, dans un brin de folie, je suis allée étudier à Toronto, à Centennial College, et j'ai un diplôme en Book and Magazine Publishing. Quelques années plus tard, dans un autre vent de folie, je suis retournée aux études et je suis allée à l'Université McGill pour compléter un certificat en Digital Content and Community Management. Je me rappelle, ouais. Et je sais que vous aussi, mesdames, vous collectionnez les diplômes. Vasti, élaborer tous tes élans de folie au cours des dernières années. J'ai vraiment des élans de folie. J'ai un DEC en comptabilité de gestion au Collège Antique. Et par après, j'ai un baccalauréat en finance à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. J'ai, l'Université du Peuple, yeah! ESG. C'est ça. Et j'ai une maîtrise en mathématiques financières appliquées, spécialité ingénierie financière. Et là, tout récemment, oui, la folie, hein? That is funny. C'est arrivé, j'ai commencé un certificat en droit pour une spécialité en droit des affaires. Et tranquillement, je suis en train de passer des examens professionnels. Yeah. Oui, en effet. Jésus. Aude, vas-y. Mais moi, c'est pas si... J'ai un DEC sur la nature à Bois-de-Boulogne. Après ça, je suis allée à l'Université de Montréal en ergothérapie. Donc, j'ai fait le bac maîtrise. Donc, c'est pas une maîtrise conventionnelle dans le sens où je devais chercher un professeur, etc. Tout de suite après le bac, on choisissait un sujet, puis on était jumelé à un directeur qui était un professeur de l'école. Donc, j'ai fait ma maîtrise professionnelle 1 an et demi. Après ça, j'ai travaillé un peu. Pendant que je travaillais, j'ai fait quelques cours. J'ai fait en fait une session sans travailler, puis la session d'après, j'étais comme, oh my god, je dois faire quelque chose. Fait que j'ai fait quelques cours en santé mentale. Puis là, dans le fond, j'avais un dilemme. Parce que moi, je veux faire de la santé publique. Là, je me suis dit, soit je fais le doctorat en santé publique, ou je pourrais juste aller en médecine et devenir médecin en santé publique. Donc, j'ai choisi le long chemin. Puis je me suis dit, regarde, si ça marche pas, mais au moins je sais dans mon cœur que j'aurais essayé d'appliquer en médecine. Puis ça a marché. Donc là, je suis à ma 2e année de médecine à l'Université de Montréal. Ça, c'est tout un accomplissement. Parce que, une chose que je veux mettre au clair, ici, le but, c'est pas juste de dire, moi, j'ai un diplôme dans telle affaire. Non. Chaque diplôme représente des années où tu sacrifies ta santé mentale. Oui, c'est vraiment ça. Oui. OK? Tu sacrifies non seulement ta vie sociale, mais ton bien-être intérieur et ta santé mentale. Exact. Fait que le fait de répéter ce même exercice again and again, c'est pas comme, faut pas prendre ça à la légère. Puis, ce sont de très beaux accomplissements, terminer des études et tout ça, c'est bien. Mais ici, on se pète pas les bretelles. On est en train de témoigner que on a un problème. C'est maladif, tout à fait. C'est maladif. Une dépendance. On est accro à l'école. Why? On sait pas. Puis, ça fait plusieurs années que je discute de ça avec ces mesdames. Parce qu'on a un problème. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui regardent ou qui écoutent, qui ont ce même problème ou qui connaissent des gens qui ont ce même problème. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un autre diplôme? Qu'est-ce que tu cherches dans l'autre diplôme? Pourquoi tu retournes à l'école? Pourquoi est-ce que tu aimes l'école? Pourquoi est-ce que tu aimes souffrir? Basically. C'est vraiment ça. Moi, écoute, je peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a motivée à poursuivre des études, à continuer des études après avoir terminé mon bac. Il y a toujours ce besoin, ce désir d'apprendre, ce désir d'approfondir ses connaissances.
depuis un jeune âge, j'aimais l'école. Moi, j'aimais ça l'école. J'aimais ça apprendre. J'aimais ça aller à l'école. J'aimais ça avoir des bonnes notes. OK? Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais de la facilité en classe. On m'appelait une bolée. Puis, il y a des gens qui disaient ça comme si c'était une insulte, mais pour moi, C'était ta fierté. c'était ma fierté d'avoir de, Rhodes. C'était ma fierté d'avoir des bonnes notes, puis c'était tellement le sentiment de satisfaction quand tu as un A sur ton examen, sur la copie corrigée d'un devoir, ou bien A+, ou bien très bien, ou bien excellent. Chaque petite note là, ça remplit quelque chose en dedans de toi. Puis en tant qu'enfant, j'ai jamais connu un sentiment aussi, comment dirais-je, c'est puissant, c'est rassurant, puis ça te valorise. Sauf que quand on t'enseigne ça en tant qu'enfant, c'est un couteau à double tranchant. Parce que oui, c'est bien parce que ça te donne la soif de toujours bien performer, d'être à la hauteur, d'être le premier de classe, la première de classe. Mais l'envers de la médaille, c'est que tu vas devenir obsédé à toujours performer et à outperform les autres de ta classe, surtout à outperform les autres bolés de ta classe. Fait que là, oui, tu développes un esprit comme compétitif, mais ça peut devenir maladif parce que tu vas être obsédé avec tes notes. Si dans un quiz, t'as 100% et la semaine d'après, t'as 95, là, le 5% est où? Le 5% est où? Problème. 5% est où? Où est-ce que tu as échoué en tant qu'élève? Puis ça, on s'entend? Moi, c'est des choses qui passaient dans ma tête, là, comme si, oh non, j'ai juste eu 95. Puis là, t'es là, 95! Puis comme, en tant qu'adulte maintenant, tu dirais à l'enfant, calme-toi, là, non, relax. Mais quand t'es enfant, tout est important. Puis, en plus, vous avez grandi en Haïti et au Canada. Je sais qu'en Haïti, ils sont très intenses. Comme en matière de performer à l'école, réussir à l'école. Mais quand j'étais au primaire, ce qu'on nous disait, c'est que les notes au primaire sont super importantes parce que c'est ça qui va déterminer tout ton parcours au secondaire. Et puis ça va déterminer ton avenir, si tu vas aller à l'université plus tard. Puis on nous a conditionné le cerveau. On nous a conditionné à penser comme ça. Alors, moi, quand j'étais au primaire, moi, j'étais stressée tout le temps, là. Moi, j'étais anxieuse, là. Comme ça se peut pas. Tu sais, des fois, j'avais comme ce que je pense qui étaient des crises de panique, là, pour des examens, pour des quiz, des tests de grammaire, des choses tellement anodines que je me dis, mais on a vraiment conditionné des enfants à développer de l'anxiété de performance dès un jeune âge. Tu sais, je sais pas comment vous pouvez expliquer un peu votre expérience quand vous étiez à l'école en Haïti, la pression qu'on met sur les élèves. J'ai plus parlé parce que ma petite sœur, elle est arrivée ici en 6e. J'ai quand même quelque chose à dire, mais je vais te laisser commencer. Excusez, madame, excusez-moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait sa première année au Canada, puis en Haïti, c'était plus la garderie et tout, la maternelle. Mais bon, pression, oh. Non, c'est pas vrai. Moi, c'était plus par rapport à l'ami de mon père. Ce que ça a donné, c'est que à l'école où j'allais, mon professeur de mathématiques était le meilleur ami de mon père. Donc, c'est lui qui m'amenait à l'école, c'est lui qui était mon prof, c'est lui qui me ramenait chez nous. Donc là, quand tu as ton prof qui est l'ami de ton père, ça là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Toi, dans ta tête, c'est oublie les autres matières, concentre-toi sur les maths. C'est tout ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Juste des maths. Ça, là, ça a été conditionné jusqu'à aujourd'hui. Fait que je pense que cette anxiété-là que j'ai développée, puis ce côté-là aussi qui m'a suivi tout durant mon parcours à l'école, c'était vraiment de focuser sur tout ce qui était chiffres, que ce soit physique, la chimie, les mathématiques. Ça, là, c'était ça qui était important pour moi. Si je performais pas bien dans ces cours-là, j'avais un problème. Tandis qu'en français, je pouvais avoir un 70, un 80.
on s'en fout. C'est du français, c'est pas grave. Mais en mathématiques ou en physique, j'ai pas une note. Oh là là, ça y est, je peux plus penser, je peux plus réfléchir. J'ai passé une semaine à bouder dans ma chambre. Puis finalement, t'arrives, tu vois l'examen. Ah, ben, garde donc. J'ai passé. J'ai passé. Puis je me rappelle quand j'étais en Haïti, quand je finissais les cours, c'est que je passais toujours du temps avec, on l'appelait Maître Rodrigue. Je passais toujours du temps avec lui. C'est que je revisais la matière que j'avais vue hier, je faisais la matière aujourd'hui qu'on a vue en classe et il me faisait voir aussi la matière qu'on allait voir une semaine à l'avance. Fait que moi, j'avais toujours cette longueur d'avance-là sur les autres élèves de la classe et je devais toujours être, au fond, dépasser ses attentes. Parce que sinon, en Haïti, tu sais, quand t'as pas nécessairement la bonne note, ben c'est la fessée ou ouais. Puis quand tu performes pas bien ou bien tu réussis pas très bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va voir ta mère, on va voir ton père, puis la question c'est oh, ou pas t'étudier, côté bâton partout exactement. Fait que j'ai grandi dans ça. Ce qui fait en sorte que quand je suis arrivée au Canada, fait que moi, dans ma tête, j'avais toujours ça. Si je ne performais pas bien dans ce domaine-là, on dirait qu'il y avait toujours, soit mes parents, quelqu'un qui va toujours me dire, mais Vasti, qu'est-ce que tu faisais? T'as pas assez étudié? Pourquoi t'as pas compris? Pourquoi t'as pas posé une question? Et c'est là c'est pas un enjeu, mais le problème qui est arrivé, c'est quand je suis arrivée au Canada, c'est que c'est un système complètement différent de celui d'Haïti. Les gens sont différents. Moi, j'arrive en classe, je dis bonjour, Maître Rodrigue. Ici, t'arrives au Québec, c'est bonjour, pas Monsieur Nora, mais bonjour Nora. Ah, ok. Je dis pas Monsieur. Ok, le prof veut être buddy avec moi. Oups. Là maintenant, t'es dans un environnement différent où quand tu étais en Haïti, tu t'exprimais dans ta langue, en créole, quoique le français, on parle le français aussi, mais c'est plus facile de t'exprimer en créole, mais tu arrives ici, il faut que tu parles en français. Fait que poser une question, ça devenait très, très lourd. Fait que là, tu arrivais chez toi, tu comprenais pas en classe, fait que tu travaillais doublement pour pouvoir mieux comprendre, ce qui fait en sorte que là, bon, on a dit à mes parents, Bastille a sûrement besoin de faire du tutorat en mathématiques. Non, mais s'il n'y a pas besoin de faire du tutorat en mathématiques, c'est juste le changement culturel était juste trop, fait que ça faisait trop de pression puis j'arrivais pas à penser correctement. Fait que là, t'as tout ça, t'as quoi, t'as 10, 11 ans, puis t'essaies de vivre avec tout ça, puis t'amènes tout ce bagage-là jusqu'à ce que t'arrives, disons, soit au cégep. Quand j'ai décidé d'aller au collège à Antique dans un cégep plus cool, plus relax, mais c'est là que j'ai réalisé que, mais Vasti, c'est toi qui te mets une pression. Tu sais, t'es dans un cégep où personne te demande d'avoir 1000%, mais toi, dans ta tête, c'est ce que tu dois faire parce que tu as été conditionné comme ça. Puis, arrivé maintenant à 32 ans, j'essaye, Lindsay, j'essaye. Honnêtement, là, j'essaye. Mais c'est rendu que je ne suis même pas en compétition avec quelqu'un ou avec la personne qui a eu 95%. C'est avec moi-même. Si j'ai fait un 100%, là, la semaine d'après ou je sais pas, l'autre examen, je fais un 99%. Vasti, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'as pas fait ça? C'est jamais contre l'autre personne, mais c'est avec moi-même la compétition maintenant. Je te dis, j'essaie, je prie là-dessus. C'est difficile, hein? C'est difficile. Puis tu vois vraiment l'impact que ton, comment dirais-je, ton apprentissage quand tu étais enfant a sur toi à l'âge adulte. Rhodes, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours, comment ça s'est passé, la pression que tu ressentais quand tu étais au primaire? Plaisir. Donc, Avec plaisir. moi, mon bref parcours en Haïti, tout ce que je me rappelle, c'est que en 4-5 ans, on apprenait comme les voyelles, on apprenait à lire en Haïti. Puis tout ce que je me rappelle, c'est que quand quelqu'un avait une bonne réponse, on applaudissait. Quand quelqu'un avait une mauvaise réponse, on faisait. Puis c'est vraiment comme au cégep que je me suis dit, oh my God. Fait que tu sais, inconsciemment, tu dis à l'enfant que quand il a une bonne réponse en classe, ben tout le monde est content. Puis quand tu as une mauvaise réponse, ben c'est ça que tu mérites. Mais ça, c'est toutes des choses inconscientes que je réalisais pas vraiment. Arrivé au Canada, moi, j'étais une enfant, comme mes sœurs aiment dire, en grand. Je parle beaucoup. Puis je pense que, je sais pas, je suis trop chaude pour rien. Mais quand je suis venue au Canada, c'est parti.
comme c'est quand mes parents me parlent, puis ils me racontent que, ah, des pupitres sont comme ça, blablabla, mais moi, comme, je réalisais pas ça, parce que moi, quand je suis venue ici, tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais dans une classe avec juste des blancs, parce qu'on est allé dans une école privée, puis j'étais juste avec des blancs, je voyais comme un, deux noirs de temps en temps, puis tout ce que je me rappelle, c'est que, ok, première, deuxième année, je parlais quand même beaucoup en classe. Je levais la main en classe, je posais des questions. À partir de troisième année, une chose qui m'est arrivée, c'est, tu sais, de voir la différence. Tu sais, les autres sont comme ça, moi, je suis comme ça. Là, je commence à grandir. Puis là, mon Dieu, j'aime pas ma face, de quoi j'ai l'air. Toutes les filles ont des longs cheveux, blablabla. Moi, je suis là avec mes cheveux crépus. Fait que ça a commencé à m'affecter à ce niveau-là. Mais tu sais, j'étais un enfant, je réalisais pas ça. Mais c'est avec le temps que je regarde en arrière, puis je suis comme, oh my God, c'est vrai. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je participais beaucoup, mais à partir de troisième année jusqu'à secondaire 5, je parlais vraiment pas en classe, mais j'étais super bonne. Puis au primaire, j'étais pas stressée par mes notes. Moi, j'arrivais à la maison, moi, je suis une observatrice, ok? La prof dit, fais ça, je regarde comment les gens font. Je comprenais pas, première année, je comprenais pas grand chose, mais avec l'observation, j'arrivais à rattraper. Fait que là, tu sais, j'arrivais à la maison, c'est ma plus vieille sœur qui me faisait mes mots de vocabulaire. À partir de troisième année, disons que je faisais mes devoirs toute seule, tu sais, j'arrivais, je m'assois devant la télé, je fais mes devoirs, ok, j'ai fini. Boum, puis j'avais des super bonnes notes, mais j'étais pas la meilleure de la classe. Fait que moi, j'étais juste, ok, je suis bonne, ça va bien. Personne n'a jamais demandé à voir mes parents pour une rencontre des parents. J'étais juste l'élève modèle, tranquille, gentil, qui fait absolument rien. Puis c'est rendu en secondaire 2. En secondaire 1, j'étais la deuxième meilleure élève de la classe, puis j'étais comme, hein? Moi? Je suis la deuxième? Ouais, ok. Secondaire 2, je suis l'élève de l'année dans ma classe, je suis comme, ouais, ok. Puis c'est à partir de secondaire 3, 4 que j'ai commencé à devenir comme plus stressée par rapport à mes notes, Puis là, c'est ça, là, je participais pas vraiment en classe, mais je faisais juste comme, j'observais, je regardais. Tu sais ça, je parlais pas beaucoup, mais c'est comme si, même si je parlais pas beaucoup, mes notes témoignaient pour moi, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis tu sais, des fois, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, ça va pas bien, je comprends pas. Mais la grâce de Dieu était toujours avec moi. Puis je réussissais. Je me rappelle, j'avais un examen du ministère, il restait 30 minutes. J'avais 3 questions que j'avais pas faites, puis j'étais comme, oh my God, Seigneur. Puis là, j'ai juste commencé à chanter un chant que j'avais entendu genre la veille dans un réveil à l'église. Puis là, je suis comme, ok, relis bien la question. Oh my God, ok, c'est des maths. Je commence à faire tcha, l'équation se complète toute seule. Je suis comme, oh my God, je comprends. Je fais l'autre question. La semaine d'après, le prof dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible. Toute la classe avait mal fait. Moi, j'ai eu 84. J'étais comme, what? Puis comme, majorité de la classe a foiré. Fait que c'est à partir de ce temps-là que j'étais comme, ok, comme, Dieu me fait grâce, je suis bolée. Mais je m'étais jamais vraiment vue comme bolée. Parce que je pense que quand je suis venue ici, ça a juste comme, tu sais, je me trouvais tellement différente des autres que je me suis juste comme renfermée. Mais tu sais, mes parents sont comme, mais oui, en Haïti, tu sais, t'étais aussi l'élève de l'année quand t'étais en maternelle. C'est juste toi qui t'en rappelles pas. Donc, après ça, secondaire 5, mon Dieu, secondaire 5, c'était folie. Je voulais aller à Brébeuf. Je voulais aller à Brébeuf. témoigne. Puis mon directeur m'avait dit, va à Maisonneuve, comme ça va être un milieu pour toi, tu sais, des gens qui te ressemblent. Mais j'étais comme, you don't think I can go to Brébeuf? OK. J'ai pas vraiment dit ça, mais dans ma tête, je suis comme non. Fait que je m'en vais aux portes ouvertes à Brébeuf, puis je me fais accepter sur place. Frais de scolarité pour une session, 4800 et quelques. Ça coûte plus cher qu'une année à l'Université de Montréal, en ergo. Là, j'étais comme non. J'étais allée en sciences de la nature à Bois-de-Boulogne. Ça, c'est un trou noir. Honnêtement, Bois-de-Boulogne, pour moi, c'est un trou noir. J'aimais les cours de chimie. That's pretty much it. J'ai aimé beaucoup les cours de chimie bio, mais je dis que c'est un trou noir parce que c'était juste trop centré, genre, sur les études. Puis, j'ai pas fait autant d'amis que j'aurais voulu parce que je regardais les filles en sciences infirmières, les filles en sciences humaines. J'avais une bonne amie à moi qui était là-bas aussi. Puis, tu sais, quand je pouvais aller manger avec elle, j'étais comme, oh my God, yes. Mais le reste des gens en sciences nat, tu sais, on dirait que c'était comme beaucoup de clans. Puis, tous les gens de mon secondaire qui sont allés à Bois-de-Boulogne, la majorité ont changé en sciences humaines après. Fait que là, j'étais comme, yo, guys, qu'est-ce que vous faites, man? On était comme la gang de pasteurs ensemble. La majorité ont changé en sciences humaines. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais, tu sais, pour avoir les cours en même temps que quelqu'un au cégep, c'est une loto, là. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai eu la grève de 2012. Fait que ma première session au cégep, c'était correct. Deuxième session, je commence février, grève.
Fait qu'on fait genre 6 mois sans école quasiment, vacances, j'allais au McDo chaque jour. À chaque fois, j'étais comme, OK, je vais étudier mes intégrales. J'ai rien fait. On a recommencé l'école fin août, fait que j'allais à l'école le samedi. Fait que toute ma dernière année de cégep, ça s'est fait genre back à back, vraiment rapidement. Mais grâce à Dieu, ça a bien été. Puis là, bon, fin cégep, j'ai pas osé appliquer en médecine ou quoi que ce soit parce que je me disais, ça a pas marché, je suis pas capable. Fait que j'étais allée en ergo, je savais même pas c'était quoi, mais quelqu'un m'a dit qu'il était ergothérapeute. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais c'est ça, en ergo, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça, puis j'étais comme, j'aurais pu changer après pour aller en médecine, mais je me suis dit, je vais le faire, comme ça, je sais que j'aurai un travail, tu sais, je sais que j'aurai un job, puis, tu sais, ma vie est assurée, entre guillemets. Mais c'est ça, après ça, mais en travaillant, c'est là que je me dis, c'est là aussi, tu sais, souvent, on se dit, comme tu disais, dès le primaire, on nous dit, OK, c'est important, comme, tout ton secondaire va dépendre de ça. J'ai fini ma maîtrise en ergo, puis j'étais comme, j'ai 23 ans, puis c'est tout. J'étais genre, c'est tout, j'ai fait toutes ces nuits blanches-là, alors que la personne qui a la GPA de 3.4 et moi, même si j'ai un 3.9, on a le même papier, on a le même salaire. Pourquoi est-ce que je me suis empêchée de vivre? Yeah. Tu sais, je dis pas que c'est super important d'avoir des bonnes notes puis de se pousser, mais c'est juste des fois, on se met tellement une pression aux jeunes. Tu sais, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas pas mourir là. C'est pas grave si après ton secondaire 5, tu sais pas exactement où tu veux aller. Comme là, maintenant, en médecine, oui, je suis stressée. On a quand même la vie des gens entre nos mains. Mais il y a des batailles que je suis comme, non, I ain't gonna cry for that, non, 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 ça va aller. Je vais pas mourir. OK, je connais pas la réponse, monsieur, je suis désolée. Puis les 8 autres personnes dans le groupe d'APP pouvaient rire de moi, mais en fait, non, les autres connaissent pas plus la réponse. Fait que, tu sais, avec les années, je suis comme, OK, t'es capable. Comme Dieu est avec toi, puis d'être plus relax, tu sais, comme la terre repose pas sur tes épaules non plus. Puis, tu sais, je suis vraiment contente quand même d'avoir fait le bac maîtrise en ergo parce que ça a vraiment comme aidé à former mon caractère. Puis, tu sais, ça va m'aider pour la suite. Fait que, voilà mon histoire. Rose, tu as mentionné toutes les manières que tu aurais pu vivre ta vie scolaire différemment, avec moins de stress. S'il y avait une chose, Vasti, que tu ferais différemment, quand tu penses à la quantité de pression que tu t'es mis sur toi-même pendant tout ton parcours et aussi présentement, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que ce serait plus d'apprécier d'être à l'école. Tu sais, c'est pas juste d'aller là pour emmagasiner l'information puis de recracher l'information sur ta feuille d'examen, mais c'est vraiment de prendre le temps de plus comprendre ce que tu enregistres parce que quand tu arrives sur le marché du travail, la moitié des choses que tu apprends, ça sert à rien. En tout cas, dans mon domaine, ça sert quasiment à rien. Mais c'est la logique qu'on t'amène ou qu'on te donne, disons, quand tu es à l'école qui est importante. Fait que moi, je dirais, c'est plus, tu sais, passe plus de temps à comprendre la logique et faire des liens entre les choses plutôt que d'apprendre par cœur puis d'essayer de faire des examens pour avoir soit la meilleure note en mathématiques parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé quand je faisais ma maîtrise. C'est là que j'ai enfin compris que oui, Vasti, t'as bien beau avoir la bonne note, mais si t'as pas compris que je sais pas moi pas la session dernière, mais dans le chapitre précédent, t'as vu ça, puis dans 10 chapitres plus tard, tu vas avoir besoin de ce point-là, ça sert à rien. Fait que je dirais plus ça, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre les liens entre les choses, puis de faire la logique. Puis, regarde, si ça arrive à la fin, t'as 100%, Dieu soit loué. Moi, je me rappelle dans mes examens, je disais toujours, Jésus, moi, je fais pas d'examen. Tu sais, le crayon est entre tes mains, dégage, fais ce que t'as à faire. J'ai étudié, j'ai participé à mes cours, fais ce que t'as à faire. Fait que ça, c'est ce que je ferais différemment. C'est vraiment d'étudier, puis de faire les liens, comprendre la logique. OK. Rhodes, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu ferais différemment ou bien est-ce que il y aurait une autre approche que tu aurais souhaité prendre pendant tes études ou que tu souhaites présentement prendre pendant tes études? Ce que Bastien a dit, c'est vrai, de s'assurer de comprendre la logique parce que, tu sais, même en sciences de la santé, on apprend plein de choses, OK, les signes, les symptômes, mais devant le patient, il sera jamais comme dans le livre. Puis tu sais, c'est d'apprendre à te faire confiance puis à comprendre la logique, comme disait Vassi. Sinon, je dirais peut-être profiter des activités sociales puis tu sais, de s'impliquer dans le parascolaire.
Comme en ergo, je l'ai pas vraiment fait, là. Tu sais, j'étais comme, OK, je vais étudier. J'étais la seule noire sur 130 élèves. Déjà que ça commençait un peu, j'ai l'impression que tout le monde faisait genre du camping, du hiking. Puis moi, j'étais comme, bon, je m'en vais aux galeries d'Anjou. Quelqu'un veut venir avec moi? Carrefour Laval. Mais c'est ça. Mais c'est profiter de la vie comme sociale et tout, s'impliquer dans modérément, bien sûr, mais dans des activités sociales. Tu sais, voir autre chose que juste l'école, parce que c'est un milieu de vie aussi, l'école, puis il faut un équilibre là-dedans. Une chose que j'aurais fait différemment pour toucher un des points que vous avez abordé, c'est vraiment de profiter de la vie. J'ai pas profité de la vie quand j'étais à l'université. J'ai profité de rien. Comme tu disais, Rose, moi j'entendais parler d'élèves qui allaient en voyage. Ouais. Voyage! Quel voyage! Quel voyage! Des élèves qui partaient pendant le spring break, pendant le March break. Et tu te dis pas, toi, t'as pas de travaux. Comment tu profites de la vie? J'aurais dû profiter de la vie. J'aurais dû aller au cinéma. J'aurais dû me faire des soirées de films chez moi. J'aurais dû regarder la télé. C'est des choses banales, mais honnêtement, j'étais tellement sur le grind. Surtout, mais je dirais ma dernière année à l'université parce que c'est l'année où je sais pas pourquoi je me suis dit, oh non, je dois step up mon game. Je me trouvais complaisante. Je sais pas pourquoi je me trouvais complaisante. J'avais des bonnes notes et je travaillais fort, mais j'ai décidé de travailler encore plus fort parce que j'avais le besoin de me surpasser. J'avais le besoin d'exceller. Je sais pas comment ce désir-là est venu en moi à ce moment-là. Je dirais c'était la dernière année, peut-être fin 2008 jusqu'à vraiment fin 2009. Je sais pas, j'étais sur une lancée là, je me suis poussée à fond, encore plus qu'avant. Puis je passais plus de temps à la bibliothèque au lieu de rentrer chez moi directement après mes cours, j'allais directement à la bibliothèque. Je me faisais un méga lunch que je fais avec moi pour aller à la bibliothèque. Je mangeais à la bibliothèque, je vivais à la bibliothèque. C'était devenu mon havre de paix. Mais le rythme que j'ai développé durant cette dernière année-là, je pouvais pas le soutenir parce que c'était un rythme que il y a des matins j'allais au gym, après ça j'allais à mes cours, après ça j'allais à la bibliothèque. Puis je dirais pendant plusieurs mois je faisais ça et j'ai soutenu un rythme aussi à l'école qui était un peu malsain parce que techniquement, j'aurais pu prendre un cours par session et être considérée temps plein. Mais j'ai choisi de prendre 3 cours. Et de prendre 3 cours à chaque session. Automne, hiver, été. Wow. Il y a eu deux occasions où c'était l'été 2008. Je pense que c'était une partie, non. L'été 2008, j'ai pas pris de cours d'été parce que je voulais me donner un break. L'été 2007, j'ai vraiment fait tout l'été avec un cours. C'était un cours qui a duré de mai jusqu'à août. Alors, j'étais à l'école de septembre jusqu'à l'autre année d'après, genre. Wow. Puis 2009, je m'étais dit, OK, là, c'est ma dernière année. Alors, j'ai fait, tu sais, la session d'automne 2008, session d'hiver 2009, session d'été 2009, session d'automne 2009. C'était non-stop. Sauf que à cet été-là, l'été 2009, j'ai pris des cours en ligne. J'ai pris 3 cours en ligne au lieu de prendre des cours en classe pour essayer d'alléger le fardeau un peu. Mais c'était beaucoup de sacrifices. C'était exigeant. C'était très exigeant. Et surtout je dirais les 2 dernières sessions à l'université, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer à l'église dans le comité de la jeunesse. Alors, il y avait ces responsabilités-là. En plus de aller m'entraîner au gym, aller à l'école, faire mes travaux dans la bibliothèque. Je me sentais comme un hamster dans une cage. Mais c'est sûr que,
Non, Excuse-moi. continue. Non, non, vas-y, Je vas-y. voulais dire, c'est drôle que tu dis ça en parlant de rythme de vie. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas, mais c'est l'impact que ça a sur nos vies plus tard. Et moi, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, je travaillais à temps plein. Je travaillais de 9h30 à 5h. Puis, il y a, tout comme toi, l'INSEE, j'aurais pu prendre 3 cours à l'université ou un cours ou 2 cours. Non, je prenais 5 cours. Tu sais, je faisais mon bac ou ma maîtrise comme si j'étais un élève qui travaillait pas. Fait que tout ce qui est côté social, zéro, zéro, zéro. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je réalise, c'est que, puis c'est avec la pandémie, je réalise ça, c'est que je me suis mise dans une boîte où je dois absolument fonctionner, je dois travailler. Donc, prendre le temps, le recul, admettons, pour appeler des amis. Hey, ça va bien? Comment tu te sens? She doesn't know that. Genre, tu sais, puis des fois, les gens me disent, mais Vasti, pourquoi tu nous appelles pas? Puis je suis comme, oh oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mais dans ma tête, c'est, OK, je me réveille, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. OK, à minuit, je dors. Parce que pendant 5 ans de ma vie, même, quoi, oui, 5 ans, c'est ce que j'ai fait. Je me réveillais, j'allais travailler, je mangeais, j'allais à l'école, je finissais mes cours à 9h, puis à la place de rentrer à la maison, non, j'allais directement à la bibliothèque de l'UQAM. Puis je restais là jusqu'à 11h30, 11h30 à peu près, puis je rentrais chez nous. Puis on recommence. Et le samedi, à la place de prendre un petit peu de temps pour moi, non, à 7h du matin, j'étais la première dans la bibliothèque. La première. Moi, j'aimais ça y aller. La première. Non, pas la bibliothèque de l'UQAM, parce que tu sais jamais quand il y a un itinérant qui arrive, là, fait que Mais une fois, on était tu allés. fais attention. La première, fait que quand tu te conditionnes comme ça, l'impact que ça a sur ta vie plus tard, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai. Puis, je vois comment ça m'affecte dans ma vie adulte. Ce, cette nécessité, est-ce que c'est vraiment une nécessité? Une nécessité de toujours avoir quelque chose à faire, nécessité de toujours euh, remplir mon horaire de choses, de projets, de responsabilités, parce que je me suis conditionnée pendant que j'étais à l'université à toujours être occupée, à ne pas avoir de temps pour consacrer à des choses qui en valent la peine, comme socialiser, euh, comme avoir une vie amoureuse. Mais j'ai tellement concentré mes efforts sur l'école, c'était le but, c'est l'école, c'est performer. Maintenant, c'est le travail, travailler, accomplir des choses, réaliser des projets, avoir des responsabilités. C'est tellement un train de vie que si on n'est pas conscient de la manière dont on gère notre train de vie, ça peut tellement maganer notre vie. Ça fait beaucoup d'impact néfaste, négatif. Ben oui, ben oui. Tu sais, ça ne peut pas, on peut pas le soutenir là. Puis on n'a pas été créé pour fonctionner comme des robots. Souvent, très souvent, comme dans les moments où je me sentais vraiment découragée ou fatiguée, genre, ou bien à bout, tu sais, des fois, tu sais, dans mes prières, je demande à Dieu, oh Seigneur, tu es vraiment plus forte, tu es vraiment plus forte. Mais ce que je réalisais pas à ce moment-là, c'est que Dieu m'a jamais demandé de me démener comme ça. Il m'a pas demandé à travailler aussi fort. Il m'a demandé à mettre un effort, mais pas au point à me rendre malade, pas au point où ma santé mentale ou mon bien-être est affecté à un point où je suis tellement faible que je suis tellement affaiblie que je peux même pas performer à la hauteur de mes attentes. C'est une chose que malheureusement que je réalise 10 ans plus tard. Plus tard, exactement. 10 ans plus tard avec un peu plus de sagesse. J'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les idées préconçues que les gens de votre entourage se font de vous et de votre acharnement à persévérer à l'école et à continuer à élargir vos horizons. Basti? Y aller. Oui. Vas-y. Moi, ils pensent que je suis un génie hors pair, mais non, c'est la grâce de Dieu, puis du travail, d'étudier, mais
Des fois, les gens pensent que je suis un génie puis que je sais tout, mais non, non, pas vraiment. Sinon, l'autre chose que je dirais des fois, je pense que des fois, mon père pense que c'est facile dans le sens que il dit: «Mais ouais, puis étudier encore? T'étudies encore?» Puis je suis comme: «Mais éventuellement, tu sais, si la vie des gens va être un peu entre mes mains, il faut bien que Mmh. j'étudie». Mais je pense des fois, tu sais, les gens ont comme, tu sais, la perception que, c'est comme au primaire, tu sais, tu une leçon, puis après là, tu un examen, puis c'est tout. Mais tu sais, rendu à l'université, c'est tu lis, 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 puis ça devient comme plus complexe. Fait que des fois, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, les gens peuvent pas comprendre vraiment, tu sais, c'est quoi aller à l'école, le stress des fois qu'on peut ressentir. Je pense que des fois, ils peuvent pas le percevoir tout à fait. Mhm. Moi, je dirais que ma réponse est à deux volets. C'est premièrement, les gens vont sûrement penser comme, tu sais, tout comme Rod, t'es super bolé et tout. Pas du tout. Moi, si je vous montre mes bulletins, je vais faire, hein? Ben, si, je suis comme, ouais, je performe où j'aime, tout simplement. Les autres cours, là, ça, là, non, merci. Il y a ça, fait que, mais l'autre côté aussi, c'est le fait que, on dirait que les gens pensent que plus tu avances dans tes études, plus tu as soit une maîtrise ou un doctorat, à part pour les médecins, on dirait que tu penses que tu vas avoir un salaire X dans la vie. Which is not true, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu peux avoir un bac. Moi, je connais du monde dans mon travail qui a un bac, tout comme moi, qui fait plus que moi, tandis que moi, j'ai tout ça d'études, puis je fais moins que cette personne-là. Mmh. Fait qu'au fond, c'est vraiment toute cette idée de croire que parce qu'elle a fait toutes ses études, parce qu'elle a collectionné tous ses diplômes, elle a une vie meilleure, mais pas vraiment. Ou l'autre point aussi, c'est si cette personne-là étudie autant, va à l'école autant, essaye de s'occuper, c'est parce qu'elle a peut-être un vide dans sa vie. Pas nécessairement non plus. Pas nécessairement non plus. C'est peut-être que Mmh. si moi je parle pour moi, dans ma tête, ça bouillonne. C'est il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose que je fais, puis j'ai commencé ça il y a peut-être un an. C'est avant de dormir, j'essaie toujours de lire un article. Puis ça, c'est peu importe l'article. Hein, ça peut être un article, tu sais, je sais pas sur quoi, peu importe de quoi ça parle. Je trouve l'article, je me mets à lire. Je me dis, c'est juste pour garder mon cerveau, tu sais, développer encore plus mon esprit critique. Tu sais, quand quelqu'un te dit n'importe quoi, t'es pas porté à croire, ah oui, 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 non, mais tu sais, t'es capable d'argumenter, t'es capable de voir la logique en Mmh. arrière de ce que la personne dit. Donc, c'est pas un vide que j'essaie de combler, loin de moi. Oh, non, non, non. Mais c'est plus parce que j'ai comme compris que mon cerveau a besoin de travailler, a besoin de réfléchir, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est ça que, tu sais, je travaille, puis, admettons, mon certificat en droit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais Mmh. malheureusement, Ouais, c'est non, c'est vrai, non, non, mais c'est malheureusement, pas ça. oh, Je t'avais dit oui, que je quand pouvais j'ai, pas mentir. quand j'étais plus jeune, tu sais, on est chrétien, on a grandi à l'église. J'avais dit à mon père que je voulais devenir avocate. Il m'a dit, oh non, 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 une chrétienne ne peut pas mentir. Fait que moi, j'ai comme délaissé le droit, puis j'ai été en mathématiques et tout, mais là, je suis rendue à une étape dans ma carrière où je sais où ce que je veux aller, puis je sais où je veux terminer ma carrière, et je sais que avoir un background en droit, que ce soit un certificat ou autre, ça va m'aider encore plus dans cette direction-là. Fait que ça, c'est ça que je répondrais. Voilà. OK. C'est drôle que tu parles de cette notion que une personne qui passe son temps à l'école, qui collectionne les diplômes, a besoin de combler un vide dans sa vie parce que jusqu'à il y a de ça quelques années, ça c'était moi. Mhm. Moi, je sentais un vide parce que pendant, je dirais, moi, j'ai passé quoi, 20 ans de ma vie à aller à l'école, environ. Et tout ce que je connaissais, c'est l'école. C'est juste Mhm. ça que j'ai connu, moi. Le besoin de me sentir valorisée, ce besoin-là était assouvi par ma performance scolaire pendant la plupart de ma vie, la majorité de ma vie. C'était l'école, c'était les bonnes notes Mhm. qui ont pu combler ce vide-là. Alors, quand je suis arrivée à l'âge adulte, quand j'ai terminé
mon diplôme à Centennial College, j'ai passé quelques années sur le marché du travail et c'était bizarre pour moi un peu d'être sur le marché du travail et de pas apprendre quelque chose. Oui, j'apprenais quelque chose dans mon emploi, mais il y a pas de notes. Il y a pas de bulletin, il y a pas de GPA. Et comme, qui suis-je? Comment je performe? Comment est-ce que tu formes? Tu sais, oui, il y a des évaluations de performance au travail, mais c'est pas comme, tu m'as pas donné un sujet à apprendre, tu m'as pas donné d'examen, j'ai pas eu un roman à lire et à analyser et tu m'as pas demandé de faire une analyse comparative avec une autre œuvre. Alors, comment je sais pas si je suis encore intelligente? C'est comme, je sais pas si vous vous rappelez l'épisode des Simpsons quand il y avait la grève des profs, puis Lisa a eu comme un nervous breakdown, puis elle a demandé à sa mère, grade me, grade me. Grade me. Look at me. Evaluate and rank me. Oh, I'm good, 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 and oh, so smart. Grade me. J'étais là. J'étais là. Je le comprends, je le ressens. Oui, beaucoup. L'école a fait la société dans ce sens-là. En effet. Alors, moi, c'était ça ma satisfaction. Puis aussi, considérant que ma vie amoureuse était non existante, la satisfaction que j'avais, c'était l'école. L'école, c'est ça qui me donnait comme, OK, je mets des efforts, j'ai un examen, j'ai une dissertation à remettre dans 3 semaines, OK, je mets des efforts, j'étudie l'œuvre, je révise mes notes, j'écris et je réussis. Alors, ça, c'est une formule gagnante. C'est linéaire que c'est, exactement. C'est linéaire, tout à fait. C'est ça. Alors que dans d'autres aspects de ma vie, ça marche pas comme ça parce que tu mets des efforts, mais tu n'as pas les résultats escomptés. Alors, j'ai concentré mes efforts sur ce qui réussissait. Alors ça, c'était l'école. Puis aussi, une autre chose qui faisait grandir ce vide-là, c'est que à quelques années, j'étais dans un milieu de travail où, pour une raison ou une autre, mes collègues devaient réitérer le fait qu'ils ont une maîtrise en marketing ou qu'ils ont étudié au ESG ou bien au HEC. À chaque occasion, c'était « Oh oui, mais moi, quand j'ai fait ma maîtrise au HEC, ou bien « Oh, moi, quand j'étais à l'USG, on a fait telle affaire. » À chaque occasion. Calme-toi. Et moi, j'ai pas de maîtrise en marketing. J'ai pas étudié en marketing. Dieu a fait que je suis tombée là-dedans avec un bac en littérature, avec des années d'expérience en tant que créatrice de contenu et en tant que rédactrice. Je suis tombée dans le marketing. Mais ces gens-là, à chaque occasion, ils devaient rappeler aux gens, à d'autres personnes qui ont une maîtrise en marketing, que eux aussi, ils ont une maîtrise en marketing. Alors, moi, je me sentais comme que j'avais pas les compétences nécessaires pour être dans ce milieu-là. Alors, en moi grandissait un complexe et aussi un désir de, OK, mais peut-être j'ai besoin d'une maîtrise. Sauf que le problème que moi j'avais eu pendant quelques années, c'est que je trouvais pas de maîtrise qui me convenait. Oui, tu sais, moi j'ai un background en communication, tout ce qui est rédaction de contenu en ligne et tout ça, mais je trouvais pas de maîtrise qui m'intéressait vraiment. Avant de m'inscrire au programme de Book and Magazine Publishing, je voulais faire une maîtrise en journalisme, mais à l'université de New York. Mais j'ai vu les frais de scolarité. J'ai fait non. Non. J'ai fait non. Et aussi, j'ai pensé aussi à les frais médicaux parce que j'ai des médicaments à prendre. Moi, je suis suivie à l'hôpital général de Montréal, à la clinique de lupus. J'ai, selon moi, les meilleurs médecins. Et encourir le risque de déménager à New York, aux États-Unis, en sachant l'état du système de santé là-bas. Moi, je connais pas
sais, à quel point je sais pas si c'est accessible, si les médecins sont accessibles, si des soins pour une personne comme moi sont accessibles. Alors, j'ai pensé à tout ça, j'ai fait, laisse-moi trouver quelque chose au Canada. J'ai cherché, puis je trouvais pas quelque chose, j'ai pas pu trouver vraiment une maîtrise en journalisme qui m'intéressait. Parce qu'à l'époque, je voulais être journaliste dans les magazines, mais je trouvais pas quelque chose de similaire au Québec. Alors, la chose la plus proche que j'ai pu trouver, c'était vraiment le programme de Book and Magazine Publishing à Toronto. Puis, c'est un programme de 1 an, c'est pas une maîtrise, c'est un postgraduate diploma. Tiens, oui, le prérequis, c'est il faut un bac, mais c'est pas une maîtrise. Tiens, j'avais de la misère à trouver un programme qui répondait à ce que je cherchais. Les années ont passé et j'ai découvert le programme à McGill, le Digital Content and Community Management, parce que à cette époque-là, je travaillais encore comme rédactrice au Page Jaune, et puis je savais que je pouvais pas m'éterniser dans ce poste-là. Après 2 ans, t'as fait le tour. T'as écrit tous les sites web possibles pour des plombiers, des comptables, des avocats, comment on appelle ça, des entrepreneurs en construction. Ils réutilisent tous le même texte. Alors, tu régurgites toujours les mêmes affaires. Je savais qu'il fallait que j'élargisse mes horizons pour pouvoir avoir une chance d'avoir un meilleur poste un jour. Alors, j'ai entamé ce parcours-là dans ce programme. Puis, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses, mais même après ça, je me disais, j'ai besoin de quelque chose. J'avais encore ce besoin-là. Puis, ce vide-là, c'est un peu estompé parce que j'ai réfléchi au sacrifice que ça demandait de retourner à l'école, surtout en sachant que j'allais rester sur le marché du travail et d'aller à l'école en même temps. Ce que j'ai fait pendant les derniers diplômes que j'ai fait, c'était demandant de faire un 9 à 5 et les heures au Page Jaune, à l'époque, c'était pas 9 à 5, là. On faisait des heures en plus pour pouvoir avoir une journée de congé aux 2 semaines. Alors, c'était des longues heures. Et après ça, aller à l'école le soir, 1 fois par semaine, et des fois, toute la journée le samedi. Faire ça pendant 1 an, ça a été vraiment difficile. Puis, après avoir complété ce diplôme-là, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment retomber là-dedans? Vraiment, sacrifier mon temps, sacrifier ma santé, sacrifier autant de choses que j'ai fait auparavant. Est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que mentalement, je serais capable d'avoir la même résilience? Je me suis dit, non. Et puis, j'ai arrêté de ressentir le besoin mais j'ai besoin de maîtrise. Comme si la maîtrise faisait en sorte que j'étais plus compétente, que j'étais quelqu'un. Comme si j'étais pas quelqu'un. Exact. C'est une maîtrise de personne, mais voyons. Et déjà, tu sais, c'est pas mes diplômes qui me définissent non plus. Puis ça, je dirais, ça, c'est une autre idée préconçue de plusieurs gens parce qu'il y a des gens qui sentent que, mais tu sais, moi, j'ai pas de diplôme, moi, j'ai mon secondaire 5, puis ils se rabaissent un peu parce qu'ils ont pas, Exactement. Pas d'autres diplômes, ils sont pas allés au cégep ou bien ils sont pas allés à l'université. Tu sais, c'est pas ça qui te définit non plus en tant que personne. Puis je crois qu'on a donné trop d'importance justement au diplôme, puis au titre aussi, parce que il y a des gens qui s'attachent beaucoup à leur titre. Oh, moi je suis comptable, oh, moi je suis ingénieur, ou des parents qui vont vraiment insister que leurs enfants deviennent ingénieurs ou deviennent médecins ou comptables, tu sais, parce que avocat. Tu sais, il y a des gens que pour eux, des parents que pour eux, ça signifie que mon enfant est quelqu'un. Sa vie va être réglée parce qu'il est comptable, parce qu'il est avocat, parce qu'il est ingénieur. Tandis que nous, on réalise, notre génération est vraiment différente de celle de nos parents à ce point-là, que c'est pas ton poste, c'est pas ton métier qui définit vraiment qui tu es. Exactement. Puis, surtout de nos jours, on va pas garder le même emploi pendant 20 ans. Des fois, on va changer de travail 2, 3 ans. Je sais, Rassi, toi et moi, on a de collectionner les postes. Je vais juste traverser la rue, genre. Et bon, ça c'est vraiment comme une autre conversation là, mais on n'est plus à l'époque où on garde le même poste pendant 20, 25 ans,
puis qu'on accumule genre les années, comment dirais-je, les semaines de vacances parce que ça fait, ça fait 10 ans que je suis à ma job, fait que maintenant j'ai mes 5 vacances, hein. Je sais pas si toi, t'es pas dans ces catégories-là parce que, for some reason, t'as gagné le jackpot. Vacances, mais ça, c'est aussi une autre conversation, mais on n'est plus à cette époque-là. Alors, il faut toujours se réinventer, dont la nécessité, souvent, de retourner à l'école et de faire un certificat, prendre un cours pour pouvoir se perfectionner, puis aussi pour pouvoir approfondir nos connaissances, soit dans notre domaine ou bien dans un autre domaine qui pourrait nous apporter de nouvelles opportunités de carrière. Mais c'est donc que tu parles de se réinventer parce que maintenant, dans le domaine, c'est quelque chose que tu vois souvent, tout ce qu'on appelle l'amélioration continue ou le perfectionnement. Mettons, moi, dans mon domaine, c'est quelque chose qui est très, très demandé. C'est extrême, c'est même fortement suggéré. Tu sais, t'as des compagnies qui t'offrent des cours, on nous paye admettons, si tu veux retourner à l'école, je sais pas, moi, faire n'importe quoi en finance, on va te le payer parce que c'est nécessaire. Tu sais, la vie évolue, les choses changent. Fait que toi, ce que tu as appris il y a 5 ans, sur le marché, c'est peut-être même plus valable parce que la compagnie évolue, les gens évoluent, les goûts changent. Fait que c'est sûr que toi, en tant qu'être humain, tu as besoin aussi de grandir et de te réinventer, d'apprendre de nouvelles choses aussi. Et pour moi, il y a d'autres personnes qui vont pas nécessairement aller à l'école pour avoir une base, mais ils sont juste capables d'aller sur Internet, sortir quelques articles scientifiques ou peu importe. Mais moi, j'ai comme besoin d'aller à l'école, qu'on me donne cette base-là, puis à partir de la base, je vais savoir où je dois aller me perfectionner, où je dois aller chercher plus d'informations. Fait que pour moi, c'est comme ça, aller à l'école, c'est d'avoir cette base, puis après, avec cette base, OK, je m'en vais là, puis c'est là que je vais me spécialiser d'une certaine façon. Mais en même temps aussi, la spécialisation qu'il possède vraiment. Mettons, si je prends le domaine financier, nous, les gens de risque de marché, je pourrais dire que notre métier ou notre job est genre menacé par toutes les personnes qui sortent en ingénierie. Parce que là, ils commencent à voler notre job. Puis pourtant, tu sais, j'ai une maîtrise. Mais quelqu'un qui a fait un bac en ingénierie est tout aussi capable de faire mon emploi. Ou quelqu'un qui a fait de la programmation est tout aussi capable de faire mon emploi. Ce qui fait en sorte que moi, il a fallu que j'aille apprendre à coder. Que ce soit sur Java, que ce soit sur du C++, il a fallu que j'apprenne à coder pour que je puisse montrer à mon travailleur, tu sais, oui, j'ai le bagage en finance, mais je suis capable d'apprendre plus de choses aussi, je suis capable de me perfectionner, je suis capable de grandir dans mon poste. Fait que, élargir ses horizons, c'est la clé au fond, c'est la clé. Ouais. C'est bien que tu aies réalisé qu'il y avait une menace à ton emploi, puis que tu as pu, je vais utiliser le mot pivot. Yeah. Oui. Pivot. Oh, pivot! 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 Pivot. T'as pu pivot et puis, mais que t'as réagi vite quand même. T'as réagi vite, puis ta réaction a pas été de oh, ils vont nous voler ma job. Non, non. T'as dit hey, je peux apprendre plus, comme ça, moi, j'ai plus, comment dirais-je, j'ai plus de cordes dans mon arc, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, ça va t'aider aussi pour ta carrière parce que, Dieu seul sait où ta carrière va te mener, mais en sachant que tu te ramasses un bagage de connaissances, c'est ça qui va t'aider vraiment à persévérer et à te distinguer des gens, justement, qui sont dans d'autres domaines et qui peuvent faire ton travail. Tu vas apporter une valeur ajoutée dans la manière dont tu fais ton travail et aussi ça va t'aider à exceller dans ton poste. Fait que ça, c'est une chose aussi que beaucoup de gens font justement pour ces raisons-là. Au lieu de dire que on va prendre ma job ou bien c'est comme ça. Tu réagis. Puis je pense que c'est une bonne chose à faire aussi. Il y a un point aussi que je voulais toucher encore, qu'on avait abordé un peu, c'est vraiment l'importance qu'on donne à certains diplômes, à certains titres, comme le baccalauréat. T'as dit, Vassi, qu'il y a des gens qui ont un baccalauréat et qui font plus d'argent que toi.
T'sais, ça veut rien dire. Peu importe le genre de diplôme qu'une personne a, il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui sont soi-disant self-made, c'est les Mhm. entrepreneurs. Il y en a qui ont même pas terminé le secondaire. Il y en a qui étaient jamais vraiment bons à l'école, mais malgré tout, ils ont les street smarts. Tout à fait. Ils ont, comment dirais-je, ils ont cette volonté de, grind, de hustle, de travailler fort. Ils ont comme, je pourrais dire, une genre de mentalité ou un esprit qui les rend tellement débrouillards qu'ils vont trouver un moyen de, de parvenir à leur fin Mhm. avec un chemin qui est différent d'une personne qui est allée à l'école, qui a son diplôme, qui a sa maîtrise ou qui a peu importe le genre de certificat qu'il possède. Ils vont trouver un moyen. Ils vont se dire tous les chemins mènent à Rome. Alors moi, j'ai pas besoin d'avoir été genre sur les bancs d'école pour réussir en affaires ou peu importe. Ils vont peut-être se trouver des mentors. Ils vont justement faire des recherches eux-mêmes. Il y en a qui vont aller travailler pour quelqu'un, puis ils vont apprendre. Une personne va aller prendre sur leur aile et puis ils vont apprendre, sur le tas. Ils vont apprendre par essai et erreur. Il y a une chose aussi que je pense que qui qui joue contre nous, ceux qui passent tellement de temps à l'école parce que ça devient notre security blanket. Puis c'est notre go-to pour apprendre, tandis qu'il y en a que ils ont appris parce que ils ont passé à travers plusieurs sortes de voies. Le marché du travail. C'est comme ça qu'ils ont vraiment pu acquérir toutes les connaissances qu'ils ont dans leur domaine d'affaires, dans leur domaine d'expertise. Je pense aussi, puis ça c'est une chose que moi j'ai remarqué quand j'étais au secondaire, on ne valorisait pas les domaines d'études professionnelles comme les études DEP. Tout à fait. Malheureusement, on sous-estimait vraiment la valeur de ces programmes-là et on identifiait un certain type de personnes à ces programmes-là. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, c'était certains élèves avec certaines notes académiques qu'on les classait. Oh, toi, tu devrais faire un DEP. Comme si euh, les opportunités n'étaient pas disponibles pour elles pour espérer pour aller dans un programme préuniversitaire ou une technique au cégep. On catégorisait ces gens-là comme oh mais tiens toi comme fais un DEP puis Exactement, tu vas être set for life. c'est ça. Puis malheureusement, moi j'ai connu beaucoup de filles justement avec qui j'allais au secondaire que on les avait mis sur ce chemin-là, le chemin de DEP, oh, t'as pas les notes en maths, t'as pas fait tes sciences, alors t'es mieux d'aller là. Puis c'est des gens qui ont un peu confondu les sceptiques et qui ont persévéré, soit qu'elles se sont trouvées des tuteurs quand elles étaient au secondaire, ou soit que après avoir passé par Eulalie du Rocher, ben elles sont quand même allées au cégep, elles sont allées à l'université, ou elles sont pas nécessairement allées à l'université, mais elles ont fait leur deck dans une technique et maintenant elles ont de belles carrières et elles ont réussi malgré le fait qu'elles n'aient pas de diplôme universitaire. Oui, elles sont allées à l'école, elles ont persévéré après le secondaire, elles n'ont pas emprunté le chemin ou la voie que comment les conseillers en orientation nous enseignaient au secondaire. D'ailleurs, ça c'est une chose là. Les conseillers en orientation, enfin moi je suis allée à l'école publique là. C'était la meilleure chose, ok? Parce que moi, je connais pas les compétences pour devenir conseiller en orientation. Mais honnêtement, si tu es conseiller en orientation et si tu insinues qu'un élève ne peut pas réussir dans tel domaine, moi, j'ai de la difficulté à croire que tu peux faire ce travail-là avec intégrité. J'ai vu comment la conseillère en orientation à mon école secondaire m'a déviée vers les sciences. C'est les sciences, là, ça, franchement. Ça va t'ouvrir des portes. Oui, c'était le mot-clé. Moi, je me rappelle à l'école secondaire, déjà que nous, on n'avait pas de conseiller. On a été à la même école secondaire. On n'a pas de conseiller. C'était le directeur. Il nous faisait passer un examen. Moi, si je l'avais écouté, j'aurais perdu mon temps en cardio.
en cardiologie, quelque chose comme ça. Tu sais, moi ça. Je travaille dans l'hôpital. Fait que, mais pour de vrai, quand je suis entrée au cégep, j'ai fait mes 2 sessions de sciences nat. Puis après, j'ai fait, ah, non, 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 non. That was not working. Non, non. Puis après, j'ai fait, tu sais quoi, Basti, quand ça relaxe, qu'est-ce que t'aimes? Ah, t'aimes bien les chiffres. OK. Les maths. Tu veux pas rester en sciences nature? Tu sais quoi? J'ai fait mes maths de sciences nat. Je les ai toutes faites. Puis après, j'ai fait ma technique en comptabilité et de gestion. Puis, ça va super bien. Tout va bien. Hein? Mais c'est ça qui arrive quand tu vas étudier un domaine qui t'intéresse et quand ça t'intéresse, tes notes, Tout à fait. les notes arrivent, les bonnes notes sont là, elles arrivent plus naturellement. Puis c'est une chose que malheureusement, tu sais, j'ai perdu du temps à étudier en sciences parce que l'école, j'allais dans l'école pour filles. On nous disait les femmes et la science, c'est l'avenir. Or, on nous a propulsés vers un avenir dans le domaine des sciences et on n'était pas fait pour les sciences. C'est pas pour tout le monde. Oui, tu peux réussir quelques examens, mais ça veut pas dire que ta carrière, t'es supposé avoir ce genre de carrière-là. Puis malheureusement, on a induit beaucoup d'élèves en erreur. Je me rappelle ma première session au cégep, j'étais misérable là dans mes cours de chimie. Je suis pas bonne, je suis pas capable. J'ai essayé, j'ai tout fait. Moi, j'étais là dans les labos, j'étais là dans les cours, je posais des questions, puis tout ce que j'avais, c'était 65%. Puis à un moment, je me suis dit, je me démène, je fais tous les travaux, je fais tous les devoirs et j'ai seulement 65%. Et je me rappelle, la première session, j'étais dans le programme qui s'appelle Explorations parce que il me manquait certaines notes. Il manquait des notes pour chimie puis physique. Je terminais, j'ai fait mon 5,36 en maths. Dans la première session au cégep, j'avais fait le 5,26, qui est une blague, vraiment. Secondaire 5. Puis il me manquait juste quelques notions pour avoir l'équivalence de 5,36. Alors c'est comme si j'avais refait mon cours de mathématiques à ma première session au cégep. J'ai eu des super de bonnes notes. La seule chose que j'ai vraiment comme performé. Mais sinon en chimie, j'étais complètement misérable. Moi dans ma tête, on m'a dit OK, va en sciences. J'ai dit OK, je vais faire les sciences. Puis finalement c'est comme OK, je vais en sciences mais j'ai pas des bonnes notes. Dès le départ, quand j'étais en secondaire 5, quand je faisais mon application au cégep, j'avais fait un test pour déterminer, OK, quel serait le meilleur programme pour moi. Puis ça donnait justement communication parce que j'avais un esprit analytique, j'avais un côté créatif et tout. Quand j'ai partagé ces résultats-là avec la conseillère en orientation, elle m'a dit, ouais, mais tu sais, t'es mieux d'aller en sciences. Alors, j'ai appliqué en sciences. Ben oui. Mon deuxième choix de programme, c'était communication. Alors là, ma première session, j'avais des cours de sciences, j'avais comme des cours pour des équivalences à faire, des prérequis à terminer. Et à la fin de cette session-là, je devais appliquer en sciences. Et encore une fois, j'ai mis premier choix sciences, deuxième choix communication. À la fin de cette première session-là, j'ai vu que au sommaire, comme j'avais 65% en chimie, j'ai fait non. On m'avait accepté pour la session d'hiver en sciences. J'ai appelé l'école, j'ai dit non. Non, merci. J'ai dit non, merci. J'ai dit mettez-moi en communication. Et quand j'étais en communication, j'ai bien performé parce que c'était le domaine que je devais étudier. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que nous, même à l'école secondaire où on a été, il y avait déjà à la base cette séparation-là. Dès que tu arrives en secondaire 4, nous, on avait, tout à l'heure, tu as dit 5,26, dans ma tête, ça a fait, what? 5,26? Nous, il y avait 2 camps. 5,36, 5,14, si je me rappelle. Mais après toi, ça a changé. Ah bon, tu vois? Fait qu'il y avait juste ça, cette histoire de... Les réformes. Cette histoire de, si, dépendamment de ta note, on va te classer dans 5,14, puis dépendamment de, si tu avais l'autre côté, ben, t'es en 5,36. Puis là, si t'es en 5,36, tout ce que t'as là, c'est tous les cours de sciences. Moi, je me rappelle, il y avait le cours de comment ça s'appelait encore, avec Chimie. Madame Blasier,
Français? Non, c'était monde Monde contemporain? monde contemporain. J'aurais aimé avoir ce cours, moi. Ah, mais nous, on l'avait. Non, moi, dans mon année, c'était parce que tu n'avais pas les maths 536, donc automatiquement, tu allais en monde contemporain. Mais j'aurais aimé l'avoir. C'est l'histoire. Hmm. Tu observes, tu découvres d'autres choses. Tu découvres ta culture. Mais non, tu pouvais pas parce qu'on te dit, oh, t'as 536, ok. Science, 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 science. Moi, je me rappelle, j'avais dit, ah non, moi, je pense que je vais aller en sciences humaines. Là, on m'avait regardé. Hein, t'es folle? Tu veux foirer ta vie? Non. Ah oui? Ah, ok. Sur Snap, excusez. Tu sais, autorité Le pire, céleste, c'est que je m'excuse. la moitié de pasteurs finissent même pas sur Snap. Même pas en science. Même pas en science. Mais tu vois à quel point que une opinion comme ça peut dérailler le parcours des gens. Moi, je sais justement ce que tu disais là. Si tu performes d'une certaine manière dans tes mathématiques, on va te pousser dans les sciences. Moi et un bon groupe de filles à mon école secondaire, on nous a propulsés dans le bloc sciences. Le bloc sciences là, le bloc sciences là m'a tellement rendu misérable. Je me rappelle, il y avait un moment là, j'avais tellement des mauvaises notes. J'ai eu des 49%, 47%. Puis je me suis dit, mais je suis une bonne élève, pourquoi je suis pas capable de réussir les sciences? J'étais capable de réussir tous les autres cours. Justement, ce que tu disais, Vassi, ceux qui prenaient pas le bloc sciences, ils avaient d'autres options comme cours. Puis je sais qu'en secondaire 5, il y avait un cours de géographie. Puis des fois, je me disais, j'aurais pu prendre le cours de géographie puis avoir 95%. Vraiment, vraiment. Facile. Puis avoir une meilleure qualité de vie. Puis dis-toi, ça, c'est comme un élève de 16, 17 ans, là, qui pense comme ça, qui dit, waouh, si j'avais pris le cours de géographie et si j'avais pas pris le bloc sciences. C'est vrai. Ma vie aurait été Mais je vais différente. quand même dire quelque chose par rapport aux sciences, dans le sens que je pense à mon bac. En même temps, si c'est quelque chose que quelqu'un veut faire, faut pas se décourager dans le sens où, comme moi, j'avais trouvé ça dur, physique. Dernier cours de physique au cégep, là, je comprenais rien. J'avais pas la motivation non plus parce que j'étais fatiguée. Au début, ça allait bien, c'était ondes et optique moderne. Les ondes, ça allait. Non, l'optique, ça allait. Les ondes, ça allait pas parce qu'on était rentré dans des théories, des nouvelles théories, là. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que si on nous dit les sciences sont nécessaires pour tel domaine, mais honnêtement, il y a des sciences de la santé, exemple ergothérapie, je vois pas à quoi le cours de chimie m'a servi. T'sais. Physique, ok, parce que oui, on travaille avec la biomécanique du corps et tout, mais le cours de chimie, j'aurais pu m'en passer, tu sais. Mettons, j'ai un patient qui a fait une acidose métabolique, j'aurais pu chercher sur Google c'est quoi, j'aurais pas plus besoin de mon cours de chimie, blablabla. Puis tu sais, même en médecine, il y a des choses que, même si on doit les connaître, théoriquement, c'est le biochimiste qui va le faire, c'est l'expert en radiologie qui va calculer toutes les, c'est pas toi, techniquement, qui va le faire. Fait que, des fois, c'est pour quelqu'un qui se dirait, my God, je veux devenir, je sais pas, quelle profession, je vais être physio, mais je suis pas bonne en chimie, je vais être ergo, mais je vais faire de l'audiologie, mais les maths, c'est pas mon fort, comme, il y a quand même moyen de, si tu es capable de t'offrir assez, parce que quand tu vas arriver dans ta profession, dans ta technique, tu sais, le cours de chimie, le chapitre de chimie que tu comprenais pas, c'est pas lui qui va te faire échouer, tu sais. Il y a quand même ça aussi, là, tu sais, des fois, ils nous mettent des barres en haut, puis tu te dis, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans ce programme à cause du cours de physique, mais qui auraient été 100 fois meilleurs médecins que lui, que lui. Fait que, si jamais quelqu'un écoute ça, découragez-vous pas si vous avez comme un chapitre qui vous tenaille parce que il y a quand même moyen de s'en sortir. Elle s'appelle Rode Esther Joseph. Pourquoi tu m'exposes? Elle fait du tutorat si vous voulez. Puis j'aimais pas les maths. Mais je suis là quand même. Ouais. Bon. C'est parce que tu as trouvé ton domaine, c'est ça. Tu sais, quand tu trouves ce que tu aimes, ouais, ça vaut la peine t'es de porté à persévérer. Mais quand t'aimes pas, hey, j'aime pas ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est tellement tabou. C'est tellement tabou de, comment dirais-je, d'aller étudier un programme qui est pas conventionnel. D'aller étudier un domaine que c'est pas qu'il y a pas la cote, mais qui n'a pas une réputation aussi solide que notre domaine. Je me rappelle quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais étudier en communication parce que je voulais devenir journaliste. Elle m'a dit
mais pourquoi tu deviens pas enseignante? Euh, Puis moi, dans ma tête, c'est comme, yo, j'ai tellement eu des professeurs fous dans ma vie. Non, non, non. Moi, j'ai presque pas de bon exemple de bons professeurs. Moi, là, je suis un produit de l'école publique, là. Je veux pas dire que toutes les écoles publiques sont comme broche à foin, là, mais yo, moi, j'ai vécu toutes les réformes possibles, là. OK? Fait que je me suis dit, je vais pas devenir enseignante, comme, pas du tout. Puis là, elle m'a dit, mais est-ce que tu vas trouver de l'emploi? Puis moi, j'ai juste dit à ma mère, il y aura toujours des nouvelles. Fait que, tu sais, je vais trouver un emploi, mais pour elle, c'est tellement pas conventionnel d'aller en journalisme, étudier en communication, tu sais, c'est pas comme aller faire un programme pour devenir enseignant ou pour devenir infirmière ou devenir comptable. Tu sais, c'est pas pour eux, pour nos parents, c'est pas une valeur sûre. Exact. Ça revient toujours à la même finalité de est-ce que tu vas être en mesure de vivre, mais pas est-ce que tu vas bien vivre, mais est-ce que financièrement parlant, tu vas pouvoir bien vivre si tu choisis ce chemin-là. C'est à toi de créer tes opportunités quand tu arrives sur le marché du travail. Personne va te le donner. Personne va te le donner. C'est vrai. J'aimerais aborder un autre point avec vous. Justement, on parle de tous ces diplômes et créer ses propres opportunités. Pensez-vous qu'une femme doit nécessairement détenir plusieurs diplômes pour être considérée comme une femme alpha? Wow, c'est une très belle question, ça. Je dirais, c'est tout dépendamment de la définition que tu donnes à alpha. Et il y a des personnes qui vont se dire que moi, je suis une femme alpha. Tu sais, je vais prendre l'exemple vraiment extrême, juste en restant à la maison puis en élevant des enfants sans pour autant vouloir avoir plus d'études ou quoi que ce soit. Mais il y a d'autres personnes qui vont se dire que si être alpha pour moi, c'est de prouver que je suis capable de faire autant, que je suis capable de parler de telle façon, que je suis capable de gagner telle chose. Donc, à ce niveau-ci, oui. Et l'exemple que je pourrais prendre, c'est vraiment les femmes qui sont dans mon domaine. Parce que ces femmes-là, veut ou veut pas, elles se sentent d'une certaine façon jugées, non seulement du fait qu'elles sont des femmes, mais parce que tu sais, tu es une femme, tu veux avoir des enfants. Et en général, dans un couple, c'est toujours la femme qui va rester avec les enfants. Fait qu'on dirait qu'elles doivent toujours faire plus que ce qui est demandé par un homme pour pouvoir dire, oh, tu sais quoi, je peux accéder à un poste de direction. Je peux être VP Finance, première VP Finance dans une firme d'investissement. Puis ces femmes-là, quand tu regardes leur background d'études, c'est hallucinant. Et des fois, je me dis, OK, t'as tous ces enfants-là à gérer, puis tu as le temps de faire un doctorat en même temps, ça va bien, ça va, mais moi, je dirais que, admettons, si je prends pour moi la définition de alpha, c'est d'être en mesure d'être authentique, puis d'être vrai à mes forces et mes faiblesses. Je reconnais ce dans quoi je suis bon et je reconnais où j'ai besoin de m'améliorer. Puis moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, si pour m'améliorer, j'ai besoin de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre quelque chose, crois-moi, je vais le faire. Si j'ai juste, par exemple, besoin de prendre une petite formation, je vais le faire. Si c'est par moi-même que je peux le faire, je vais le faire pareil. Donc, dépendamment de où va t'amener tes ambitions, je pense que c'est là que tu vas définir c'est quoi être alpha pour toi, puis ça va te dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'accumuler la maîtrise, le doctorat, etc. Parce que moi, dans mon domaine, on me dit, mais vas-y, pourquoi tu vas pas faire un doctorat? Puis ma réponse est toujours, why? Tu sais, la maîtrise me suffit. Tu sais, t'as un doctorat, c'est que tu deviens spécialiste dans quelque chose. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu sais, ça me donne à quoi? Tu sais, il y a tellement de monde j'ai 2 de mes collègues dans mon équipe qui ont un doctorat, puis il y en a une, elle est analyste senior. Moi, j'ai une maîtrise, je suis analyste senior. Oh well. Tu sais, fait que c'est vraiment, ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment toi, quand tu arrives sur le marché du travail, comment tu vas créer tes opportunités, puis comment tu vas les saisir aussi.
Puis, et je crois, la chose qu'on fait souvent, peut-être l'erreur qu'on fait souvent, c'est savoir que quand tu sors de l'école, tu as tout acquis. Non, c'est pas vrai. Quand tu arrives sur le marché du travail, crois-moi, c'est là que la vraie l'éducation commence pour de vrai. C'est de savoir de demander de l'aide quand tu as besoin d'aide. Tu sais, tu comprends pas quelque chose, va voir quelqu'un. S'il faut que tu acharnes la personne pendant 25 ans, là, va acharner la personne. C'est juste comme ça que tu peux t'en sortir. Ça, c'est ma réponse. Et toi, Rose? Pour moi, comme tu sais, on en parlait tantôt, quand on disait que comme l'école a ferme un peu dans le sens où on apprend à faire ça, mais rendu sur le marché du travail, t'es comme, j'ai pas de notes, j'ai pas de, on perd un peu ce contrôle qu'on avait grâce à l'école, tu sais, ok, je sais que si je fais ça, il y a ça qui va arriver. Fait que je pense pas qu'il faut nécessairement un diplôme. Je pense que de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier, de pouvoir s'éduquer, c'est vraiment une richesse, tu sais, c'est une grâce. Puis quand on a l'occasion de le faire, je pense que c'est super. Mais tu sais, puis tu sais, nous on est dans notre perspective nord-américaine où tu sais, aujourd'hui, j'aime pas ce programme, je peux faire tel programme, je perds mon emploi aujourd'hui, demain, je peux appliquer ailleurs. Mais je me rappelle que quand je suis allée en Haïti en 2019, puis je regardais les jeunes là-bas, puis j'étais comme, C'est vrai. tu sais, j'ai eu un choc dans le sens où même si je perds mon emploi, dans le pire des cas, je peux aller à un McDonald's, puis je vais pouvoir assurer ma vie. Là, j'ai vu des gens qui avaient fait des études, qui sont infirmières, qui sont si... Et même s'ils ont un travail, ils peuvent pas se rendre parce qu'il y a Joe Blow, puis quelqu'un d'autre qui ont décidé de barrer la route. C'est vrai. Fait que même si elle a son diplôme, elle peut pas traverser. Mais malgré ça, ils ont tellement une résilience, ils ont tellement une force. Tu vois, les mères de famille qui descendent dans la ville le matin, qui sont capables de s'occuper de leur foyer avec le peu qu'elles ont, qui sont capables de gérer, genre, toute leur petite communauté, puis leur 10 petits mouns à gauche, à droite. Fait que, pour moi, je me dis que, tu sais, il y a des choses, le leadership, tu sais, le courage, c'est pas des choses qui s'apprennent nécessairement à l'école. Je pense qu'on est béni de pouvoir, être, tu sais, au Canada, dans notre société, de pouvoir apprendre, de se perfectionner. Mais je pense pas qu'il faut nécessairement, parce que, tu sais, la plus grande école, c'est la vie. Oui. Puis c'est, tu sais, c'est avec beaucoup d'expérience qu'on apprend des choses. Fait que je pense que, c'est ça, c'est pas nécessairement les diplômes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas les diplômes qui vont déterminer qu'une femme est alpha. Comme tu l'as dit, Vasti, chaque femme alpha a sa définition aussi. Ah, exact. C'est pas la réussite scolaire non plus. C'est pour plusieurs, c'est justement la capacité d'atteindre ses objectifs, travailler fort, d'être déterminé. Souvent, il y a beaucoup d'emphase sur la capacité d'être autonome, indépendante. Tout ça, t'as pas besoin d'un diplôme pour les avoir non plus. On l'a souvent répété, c'est pas ton diplôme qui va assurer ton succès. Il y a des qualités qu'on possède, qu'on peut développer en dehors des bancs d'école. Je pense que c'est ça qui est le plus important. De cesser de donner tant d'importance à un bout de papier. Ouais. À un bout de papier que trop souvent on pense qu'il va définir vraiment notre avenir, qui va assurer notre succès. Je me rappelle, pendant ma dernière année à Concordia, je discutais avec une de mes collègues de classe et elle me disait que, oh, mais tu sais, finalement, là, maintenant, là, tu sais, les baccalauréats, ils ont plus la même valeur qu'avant, hein. Puis, quand elle m'a dit ça, j'étais un petit peu inquiète parce que, mais tu sais, j'ai presque terminé, j'étais un petit peu inquiète, là. Et j'ai dit ça à ma mère, j'ai parlé de ça à ma mère. Ma mère s'était indignée, elle était révoltée par ce commentaire. Elle m'a dit, oh, cette fille-là, elle a eu son bac, hein? Je dis, mamie, c'est pas comme ça que vous voulez dire, oh, c'est quoi qu'elle a, elle, hein? Hein? Toi, tu travailles fort pour avoir ton bac. Je dis, mamie, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Mais ma mère voyait vraiment, tu sais, mon travail acharné. Elle voulait pas que je me décourage. Elle voulait pas que quelqu'un, out of nowhere, vienne dire à sa fille, oh, mais tu sais, t'as perdu ton temps à faire ton bac, hein? T'as sacrifié ta santé puis ta vie pour faire un bac. Ma mère elle a vu la valeur, mais tu sais, quand on y pense,
c'est un bout de papier. Oui, ça a de la valeur. On a travaillé fort, on a appris beaucoup de choses et il y a des choses qu'on a appris comme on a développé notre esprit critique justement. C'est ça. C'est quelque chose qui est important, mais tiens, oui, en bout de ligne, Un bout de papier. on a un bout de papier. On a un bout de papier, mais qui est important quand même. Quand même. Ouais. Tu sais, tu parles de bout de papier, moi là, c'est même pas accroché chez nous. Oh, Oui, c'est encore dans l'enveloppe, Moi ce non bout plus, de c'est pas papier. C'est accroché. même pas accroché. C'est juste pour dire, je l'ai eu. Bon, déjà que c'est une gamme. En tout cas. Le SG. Non, c'est écrit. Il a même pas fait de photo. Déjà à la base. Il a même pas fait de photo de finissant. Je pense, c'est pas tant avoir le diplôme qui était important pour moi, mais c'était vraiment d'accomplir tout le cheminement. C'est me dire que je me suis donné 3 ans pour apprendre telle chose, puis approfondir ma connaissance là-dedans et développer une certaine expertise là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça pour moi qui était ma finalité plutôt que d'aller payer $25 premièrement pour faire des photos que je mérite gratuitement. Puis après avoir un bout de papier. Ouais, je dois dire que le seul diplôme que j'ai d'affiché, Concordia. c'est chez ma mère. C'est celui de Concordia parce que c'est celui Blood, Sweat and Tears. Ouais. qui met le plus cher. C'est vraiment the testament of my blood, sweat and tears. Et ce diplôme est chez ma mère. J'ai pas déménagé avec, je le laisse chez ma mère. Le salon où j'ai souffert le plus à faire mes travaux. Alors, ce diplôme-là va rester là. Mon diplôme de McGill, il est dans la belle enveloppe, là, dans ma bibliothèque. Exactement. Mon autre diplôme, je sais même pas il est où. Mais celui de Concordia, c'est celui qui est le plus précieux à mes yeux. Et c'est celui que j'ai fait les photos pour celui-là, j'ai fait les photos et j'avais tellement un grand sourire parce que j'étais, comment dirais-je, j'arrivais à peine à croire que j'avais réussi. En pensant à tout ce que j'ai vécu, tous les hauts et les bas, les péripéties, quand j'ai eu ce diplôme-là, oh, j'ai pleuré parce que je me suis dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai réussi, j'ai survécu. J'ai survécu 4 ans. Tu l'as fait. Je l'ai fait par la grâce de Dieu. Exact. Comment Vassi t'as réagi quand tu as terminé ta maîtrise? Honnêtement, c'est vraiment ça. Non, c'est vrai. Je me rappelle quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai donné mon essai, puis j'ai dit j'ai fini. Et là, 2 semaines après, j'ai passé devant le comité d'évaluation. Je suis arrivée chez nous. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai pris 1 mois off. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi l'INSEE. J'ai dormi, j'ai rien fait. Je suis restée dans mon lit, je me réveillais le matin. J'allais manger. Je prenais ma douche, je retournais dans mon lit. Puis c'est là que j'ai découvert Friends. Puis j'ai fait Tu sais, tu regardes les saisons over and over and over. Ça, c'était ma réaction pendant 1 mois. Je me rappelle le mois d'avril 2016, quand j'avais terminé ma maîtrise. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vécu, en restant couchée. Rhodes, quand tu es devenu ergothérapeute, comment as-tu souligné cet accomplissement? Moi, j'étais très fière. Malheureusement, j'ai jamais arrêté. C'est vrai. J'ai fini ergo le 19. Puis là, je travaillais comme préposée à l'entretien ménager au CHUM. Donc, j'ai travaillé pendant les vacances de Noël. Le 8 janvier, j'ai commencé à travailler comme ergothérapeute dans une clinique privée, mais à Longueuil. Puis j'avais pas encore d'auto. En fait, j'avais pas de permis, donc je ne pouvais pas conduire. Donc j'ai ma maîtrise, j'avais fini mon stage. Après là, j'ai fini ma maîtrise. J'ai fait j'avais 3 entrevues à coder, à faire toute mon analyse, ma discussion. J'ai fini boum, j'ai présenté. Je faisais partie du comité organisateur du colloque de présentation, donc il fallait que j'arrive plus tôt le jour de la présentation. Là, j'ai travaillé pendant toutes les vacances de Noël. J'ai commencé comme ergo. J'ai supplié mon boss de me donner des vacances où je suis allée en Espagne avec vous. Donc là, c'était mes premières vacances depuis la fin de l'école. Après ça, j'ai travaillé tout l'été. Après, j'ai changé d'emploi. J'ai travaillé au CLSC.
J'ai travaillé même à Noël, j'étais nouvelle, j'avais pas de vacances, donc j'ai travaillé tout le temps. Puis j'ai eu une semaine de vacances, mais je suis allée en Haïti à la mission, donc je me suis fatiguée pendant mes vacances. Donc là, j'ai fini de travailler au CLSC le 22 août. J'ai commencé la médecine le 27 août. And until this day, I still have not rest yet. Mais il y a eu la pandémie, donc j'ai fait l'école à la maison et ça m'a donné du repos. Tout ça pour dire que Rhodes a besoin de vacances. De I still vacances. have messed up. Exactement. Mais quand même, la pandémie m'a fait du bien, pas la pandémie, le confinement. Le confinement. Donc, ça a été le repos que j'avais besoin. Mais c'est parce que j'arrête pas de travailler. Je pense que j'ai comme un côté, j'ai peur de manquer. Fait qu'à chaque fois, je suis comme, mais si quelque chose arrive, puis je travaille pas avec j'avais peur de perdre mon permis d'ergo aussi. On dirait que j'ai comme la peur, si quelque chose arrive, genre, au moins, je suis rassurée, mais il faudrait pas que je sois comme ça. So, il faut apprendre à vivre. À doser. À doser, oui. Oui, Exactement. oui, apprendre à doser, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, oui, ouais. Mais c'est une chose que le confinement nous a enseigné aussi. On n'a pas eu le choix de doser, on n'a pas eu le choix d'adapter notre rythme de vie, de ralentir notre rythme de vie. C'est un des bons côtés du confinement. Exact. On a dû apprendre à se reposer. Oui, Mhm. oui. On a dû apprendre à se reposer. Alors, avant de terminer notre discussion, j'aimerais savoir si vous avez des derniers points ou des dernières paroles de sagesse à nous transmettre, Vasti. Je pense que, admettons, si quelqu'un, les gens qui vont écouter, c'est plutôt, surtout les jeunes qui qui terminent leur secondaire 5 et qui s'en vont vers le cégep ou qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur vie. C'est plutôt, je dirais, de ne pas avoir peur d'essayer. Il n'y a pas juste un chemin pour réussir ta vie. Tu peux essayer, je sais pas moi, aller en sciences humaines, sociales, je sais pas quoi. Peut-être que ça va pas fonctionner, mais n'aie pas peur d'essayer. Puis ne pense pas que c'est vraiment, si c'est ça qu'on t'a dit qui fonctionne pour toi, c'est vraiment ça que je dois faire. Non, l'important c'est d'apprendre à se connaître. Mais pour apprendre à se connaître, il faut essayer des choses, il faut essayer de nouvelles choses, puis il ne faut pas non plus avoir peur d'aller vers des choses qui ne sont pas conventionnelles. Donc, si toi, tu connais ce que tu veux faire dans la vie, félicitations. Mais si toi non plus, t'as pas une idée de ce que tu veux faire, c'est pas grave non plus parce que la vie, tu arrives sur le marché du travail, à un moment donné, tu arrives à 35 ans, tu dis, ah, finalement, c'est pas ça que je veux faire. Il y a du monde qui retourne à l'école pour apprendre quelque chose d'autre. Fait que, moi, c'est ce que je dirais, c'est vraiment, n'ayez pas peur d'essayer parce que l'opportunité, c'est toi qui vas le créer à la fin de la journée. Ce serait ça. Très bon conseil. Sagesse. Aurais-tu quelques points de sagesse à nous transmettre? C'est ça, comme Vassi disait, d'apprendre à se connaître, de pas se mettre trop de stress, puis tu sais, de profiter de la vie, parce que comme on l'a vu en plus avec la COVID, tu sais, demain ne nous appartient pas. Tu sais, si on le croyait pas, mais je pense que là, ça nous a montré que tu sois riche, pauvre, blanc, noir, whatever, demain ne nous appartient pas. Puis je dirais aussi que il est jamais trop tard pour rêver, puis tu sais, il y a des gens dans ma classe en médecine qui ont 50 ans, 40 ans. Il y a un gars qui n'avait pas fini son secondaire 5, il est retourné en secondaire 5 à 30 ans. Il a fait son cégep, il a fait un bac en psycho, puis là, il est en médecine. Tu sais, il a toujours son sweatshirt médecine, puis il est comme super fier. Comme toute sa vingtaine, il faisait juste des petits jobbing, puis il est retourné à l'école. Tu sais, j'ai un gars qui était pharmacien pendant 12 ans, puis il est retourné. Fait que je pense qu'il n'est jamais trop tard. Puis je pense qu'on vit aussi dans une époque où, tu sais, comme moi, quand j'ai mes premiers mois comme ergothérapeute au privé, puis après au public, j'ai réalisé que, ok, non, tu vas pas trouver la joie au travail. T'sais, si tu penses que tu vas aller travailler ton 9 à 5 et que tu vas être heureuse, c'est pas dans ton travail que tu vas trouver ça. Puis je pense qu'on a cette opportunité de notre époque où on peut comme s'orienter puis faire beaucoup de choses. Fait que si aussi t'es quelqu'un qui aime pas être confiné dans une boîte puis faire ça,
je pense qu'on a quand même cette latitude, comme oui, tu peux faire un programme d'études, mais tu as quand même cette latitude de pouvoir faire autre chose, tu sais, d'avoir ta business à côté, par exemple, ou de faire plein d'autres projets. Fait que je pense que ça, tu sais, on vit quand même dans une belle époque où on peut profiter de ça. Ouais. Merci pour ces paroles d'encouragement, ces paroles inspirantes. Je sais que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, vont vraiment tirer profit de ce que vous avez dit, des choses qui ont été discutées pendant notre conversation. Merci Basti, merci Rhode. Merci à toi. Pour votre temps, pour l'expérience que vous avez partagée, vos témoignages. Je sais que ça va aider plusieurs gens. Les gens à prendre des décisions pour leur carrière, pour leur choix d'études aussi. J'aimerais aussi remercier les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. C'était encore une fois un plaisir de vous présenter un poème et de vous laisser prendre part à notre conversation. Alors, sur ce, je vous invite à nous joindre dans un prochain épisode et n'oubliez pas de vous procurer votre copie du recueil de poésie Chronicles qui est disponible sur le site web de Friesen Press. Les informations vous seront partagées sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Alors, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Au revoir. Merci tout le monde. Bye. Bye.